Alors avant de commencer, on va juste prendre 5 minutes pour établir un petit peu de concentration parce que vous allez vite le comprendre, la concentration est quand même assez connectée au sujet d'aujourd'hui et vice-versa. Donc je vous invite à prendre une position confortable. On va faire 5 minutes de méditation. J'invite les personnes à couper leur micro si elles peuvent, sinon je m'en chargerai. Voilà, super. Et on va établir la pleine conscience du corps, de sa position ce matin, dimanche matin, 9h30. C'est peut-être un peu tôt pour certains. Et la pleine conscience est simplement cette faculté de l'esprit qui n'oublie pas. Et là, ce qu'on n'oublie pas, c'est de rester en contact avec notre corps. On repose notre attention dans le corps et on peut euh, calmer l'activité du corps en dénouant les diverses tensions qu'on peut percevoir dans les épaules, sur le visage, et charger cette activité d'une forme de symbolisme et de dire que quand on relâche les tensions, c'est notre esprit qui vient s'ancrer un peu plus dans la concentration, dans la focalisation, dans le présent. Et on ne va pas vous voir rouvrir les yeux si on les avait fermés, et on va essayer de maintenir cette qualité d'attention, même si c'était court.
Alors, pour des raisons de sécurité, je vais juste confier peut-être à quelqu'un que si mon internet se coupe, ça ne mette pas fin à la réunion. Isabelle, est-ce que tu veux que je te mette co-animatrice? Ça n'engage à rien, hein. Euh, alors, Isabelle. Voilà. Ok. Alors le sujet d'aujourd'hui, il est, pour ma part, en tout cas, c'est une première. Hein, j'ai jamais traité de ce sujet-là au centre Kalachakra et je ne l'ai jamais enseigné. Donc vous sentirez peut-être un peu ma fébrilité. J'espère que je ne dirai pas trop de bêtises. Ça fait quelques mois que je prépare cette intervention. J'ai pas mal fait de recherches et j'espère que ce ne sera pas trop dense, trop confus. Alors pourquoi ce sujet? Pourquoi en parler au centre Kalachakra? Parce que tout d'abord, il me semble que ça fait partie du bouddhisme et que par conséquent, ça doit être pris en compte dans notre pratique personnelle. Deuxième élément, ça opère dans l'esprit une forme d'inspiration. Quand on sait l'existence de ces phénomènes, ça peut nous motiver à faire en sorte que notre esprit puisse le produire. Il y a dans la présentation du calme mental de Shamatha, qui est la pratique du bouddhisme pour focaliser l'esprit, que les bienfaits de la méditation, une des qualités, c'est qu'on peut développer ses pouvoirs supranormaux. Et ce n'est pas simplement juste pour figurer sur le papier, c'est que ça doit opérer en nous une forme de motivation supplémentaire pour essayer de focaliser l'esprit et développer ses pouvoirs. Et puis, je pense que ça doit permettre aussi de veiller à observer la perception du monde, la vision du monde qui est la nôtre. Et ça, je pense que c'est ce qu'on va voir particulièrement dans la première partie, parce que dans tous les sujets du bouddhisme, et particulièrement dans le bouddhisme tibétain, on commence toujours par la motivation. Il faut se motiver à un sujet avant de vraiment l'explorer en détail. Et je pense qu'on peut vraiment se motiver à ce sujet des pouvoirs supranormaux, et ça nécessite parfois de déjouer un peu nos propres résistances. Donc la première partie de cette intervention va être consacrée à observer quelle est notre vision du monde. Est-ce elle repose sur une forme de validité? Parler également de la croyance, de la foi, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans ces deux éléments de la croyance et de la foi pour les pouvoirs supranormaux. Et puis, la deuxième partie, on va vraiment plonger dans la présentation bouddhiste des pouvoirs supranormaux, et je me suis inspiré non seulement du bouddhisme tibétain, mais également du bouddhisme Theravada, le bouddhisme de la tradition Pali d'Asie du Sud-Est. Et on va également parler de qu'est-ce que la science en dit. Et une partie non négligeable de cette intervention sera de voir un petit peu les études qui ont été faites sur ces phénomènes. Voilà. Alors, pour commencer, il y a un mois peut-être, j'ai enseigné sur la nature de Bouddha, qui est d'interroger la manière dont on se perçoit et de comprendre que la manière dont on se perçoit souvent n'est pas forcément celle qui fait qu'on est le plus optimal, même si ce mot est assez horrible, dans notre pratique spirituelle. Si on se perçoit soit en dépendance de tous ses défauts, eh bien, ça va créer dans notre esprit une forme d'entrave. Mais si on
savait le potentiel que chaque être humain et nous-mêmes y compris avons, eh bien, on irait beaucoup plus vite. Donc c'était vraiment le sujet sur la nature de Bouddha, de voir que la perception de nous-mêmes influe sur nos progrès spirituels. Et on pourrait dire que cette intervention aujourd'hui, elle opère comme le pendant de cette première intervention, qui est comment la manière dont on perçoit le monde autour de nous affecte nos progrès spirituels aussi. Comment la vision de notre monde opère dans notre esprit, soit à nous limiter, soit à nous faire souffrir, soit à nous faire grandir et à cultiver en nous des qualités bénéfiques. Donc, pour commencer, il est important, pour qu'on glisse doucement dans le sujet des pouvoirs extra-normaux, de parler de qu'est-ce qui détermine avec validité notre vision du monde. Donc là, je vous pose la question n'est peut-être pas très claire, mais qu'est-ce qui détermine avec validité la vision du monde qu'on a? Qu'est-ce qui le détermine, ça? N'hésitez pas à prendre la parole, allumez votre micro et qu'est-ce qui détermine la manière dont je perçois mon environnement et avec validité? Oui, Catherine? Nos 5 sens déjà. Nos 5 sens. Alors ça, c'est une bonne première impulsion. On dira dans le bouddhisme que la connaissance directe, c'est-à-dire sans le biais de raisonnement ou sans le biais de conscience conceptuelle, est la plus forte qui soit. On appelle ça l'expérience directe. Donc ce qui permet qu'on ait une vision du monde qui soit correcte, c'est qu'on a des consciences. On a une conscience qui est directe et qui se connecte avec le monde comme il est. Là, je vois des arbres quand je regarde à droite, on appelle ça une conscience directe par le biais des sens. Donc ça, on perçoit le monde, notre vision du monde est conditionnée par nos 5 sens, premièrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec quoi on peut rentrer en perception du monde? Si notre vision est partagée avec les autres, moi je lui fais davantage confiance si c'est partagé que s'il n'y a que moi qui vois quelque chose. D'accord, alors ça, c'est une catégorie aussi de connaissances à voir si elle est valide maintenant, en se fiant sur la parole des autres, ou si 2 personnes ont une conscience directe, par exemple, c'est ça que tu veux dire, Isabelle? Si je vois la même chose que les autres voient, je pense que c'est valide. Si je suis seule à voir un phénomène, d'accord. Les autres, j'en doute, quoi. Voilà, d'accord. Alors ça peut quand même encore être une conscience directe. Parce que tu vois quelque chose, si tu vois un arbre, bon, ça ne porte pas trop à conséquence. Tu n'as pas vraiment besoin de quelqu'un d'autre là pour valider que l'arbre qui est en face de toi existe vraiment. Et si on prend l'exemple de Galilée, alors? Eh bien, si par exemple, il n'y a qu'une personne qui pense que la Terre est ronde et que tous les autres pensent qu'elle est plate. Ben ouais, mais les autres n'étaient pas dans une conscience valide, c'est ce qu'on dira. C'est que ah oui, voilà. Une conscience valide n'est pas déterminée par la somme de personnes qui l'adoptent. Hein. D'accord. Il faut qu'elle soit concordante avec la réalité. Oui, Cyril? Bonsoir, bonjour à tous. Je pense que pour que la connaissance soit valide, il est nécessaire d'avoir une cognition valide, Oui. avec donc des facteurs mentaux vertueux. Pas nécessairement. Je peux avoir une conscience valide qui n'est pas nécessairement vertueuse, qui est juste, quand je regarde un arbre, malheureusement, ce n'est pas nécessairement constructif dans mon esprit. D'accord. Donc, en tout cas, je pense que peut-être qu'il faut éviter les facteurs perturbateurs, non? Oui, parce que les émotions perturbatrices sont des consciences fausses qui tronquent la manière dont on perçoit la réalité. Ça, c'est vrai. Donc, je vais vous dire la deuxième catégorie. C'est ce qu'on appelle, le premier, c'est l'empirisme, on pourra dire. C'est de rentrer en contact avec la réalité par une expérience directe, qui n'est pas nécessairement une expérience directe de nos 5 sens, ça peut être une expérience directe par notre conscience mentale. On en parlera plus tard.
La deuxième catégorie de connaissance qui a une forme de validité, c'est ce qu'on appelle la connaissance inférentielle. On va dire c'est connaître le monde avec validité par la rationalité. Et l'exemple qui est pris, c'est par exemple, je vois une énorme fumée sortir d'une maison, je ne vois pas les flammes, mais je peux avoir une connaissance valide que dans la maison il y a des flammes. S'il y a les pompiers qui arrivent et qu'il y a des volutes de fumée qui sortent, je peux être convaincu, c'est une conscience valide, qu'à l'intérieur il y a des flammes. Donc ma connaissance des flammes est inférentielle et elle est produite parce que je vois de la fumée. Ok, ça c'est la deuxième catégorie. Connaissance inférentielle. C'est rentrer en contact avec ce qui existe dans le monde, pas à travers une connaissance directe, mais avec la rationalité. Et c'était un peu le thème d'aujourd'hui, au-delà de la rationalité. Donc on peut connaître tous les phénomènes par la rationalité. Après, est-ce qu'on peut tous les connaître par l'expérience? Ça, c'est une autre question. Mais cette deuxième catégorie, elle fonctionne pour des sujets du bouddhisme qui sont assez importants. La première fois qu'on connaît, par exemple, l'impermanence, l'impermanence subtile, c'est pas avec une conscience directe sensorielle, c'est avec une inférence. La vacuité, la première fois qu'on la réalise, c'est pas avec une conscience directe, c'est aussi avec une inférence. C'est aussi avec la rationalité. Donc dans le bouddhisme, la rationalité n'est pas du tout considérée comme problématique parce qu'elle est ce qui nous permet souvent de réaliser des choses qu'on ne peut pas connaître uniquement par le fait de regarder ou de sentir ou d'avoir simplement une conscience mentale directe. Donc il y a un énorme champ de connaissances qui est capable d'être perçu par la rationalité. Ça, c'est quand même assez important. Mais il reste une troisième catégorie. C'est quoi cette troisième catégorie de connaissances? Alors, je vais vous faire un petit test. L'intuition? Alors, l'intuition, qu'est-ce que ça pourrait être l'intuition? Un faisceau d'indices qui soit peut-être des éléments de connaissance directe et des éléments de connaissance inférentielle, mais en faisceau, pas vraiment concret, pas vraiment complet. Alors ça peut sans doute nous aider. Dans le bouddhisme, on présentera ça comme quelque chose qui peut nous aider, mais ce n'est pas encore considéré comme une conscience valide, ça. Pas tout le temps, en tout cas, malheureusement, parce qu'on peut avoir des intuitions qui se révèlent être fausses. Ce n'est pas toujours quelque chose sur lequel on peut se fier. Oui? Est-ce que ce qui soutient la vie, c'est-à-dire qui nous permet de survivre, ce serait une manière de connaissance directe, à savoir que, je ne sais pas, par exemple, on ne mange pas pendant je ne sais pas combien de temps et on dépérit. Ce qui va soutenir la vie, qui va permettre de continuer à vivre, ça peut être une connaissance directe. Alors, ce qui permet de maintenir en vie, et Liliane dit que ça peut être une forme de connaissance directe. Ça peut être un facteur qui aide à ce qu'on ait une connaissance directe, mais en soi, ce n'est pas une forme de conscience, c'est quelque chose qui maintient la vie, je pense. Dans le bouddhisme, il faut quand même qu'on en prenne conscience. Oui, alors en fait, dans ma question, c'est quel type de conscience détermine avec validité le monde autour de nous? La perception yogique? Alors, la perception yogique, c'est une perception qu'on appelle directe. C'est une division de la perception. Ouais, c'est une expérience directe. Donc, ça fait partie de la première catégorie, l'expérience yogique. D'accord. La conscience mentale, le raisonnement, les mathématiques par exemple, est-ce que c'est pas une conscience directe ou est-ce que c'est inférentiel. C'est inférentiel. Oui, Magali dit les mathématiques, les équations qui permettent de déterminer quelque chose qui ensuite est vérifié par empirisme. Ça, c'est une forme de connaissance inférentielle. Et ce qui est décrit par quelqu'un qui ferait autorité Voilà, alors Thierry dit quelque chose qui est décrit par quelqu'un qui a autorité en la matière. Et bien ça, c'est considéré, pour certains phénomènes, comme quelque chose de valide. Il y a des écoles philosophiques en Inde qui disaient qu'il n'y a que ce qu'on peut connaître à travers nos sens par une expérience directe qui est
valide. Mais les bouddhistes diront non, non, il y a aussi ce qu'on peut déterminer par notre raisonnement qui est valide. Ce n'est pas la destination finale, mais en tout cas ça permet d'être intermédiaire pour conduire à une réalisation directe. Et donc il y a une troisième catégorie dont on ne parle pas souvent, qui est ce qu'on appelle l'inférence par le pouvoir de la croyance. Alors ça a plusieurs variables. La première, c'est qu'il faut que le phénomène qui soit décrit qui soit connu par cette inférence par le pouvoir de la croyance, soit un phénomène qu'on appelle totalement occulté. Alors un exemple qu'on a tous, il n'y a pas que des trucs bouddhistes dans cette catégorie, votre date de naissance par exemple. C'est pas quelque chose, c'est pas une information à laquelle vous avez accès, vous. Donc pour vous, votre date de naissance par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez connaître avec validité en dépendance de vos parents qui l'ont dit, de votre carte d'identité, etc. Et ça reste quand même une conscience valide. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Excuse-moi François, pourquoi c'est pas inférentiel la date de naissance? Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Le raisonnement. Il n'y a pas vraiment de raisonnement, tu dis pas... en fait, tu t'en remets à l'autorité de quelqu'un d'autre, la date de naissance. Oui, d'accord. J'ai envie de dire d'une façon générale, il y a le milieu culturel dans lequel on se trouve, l'enseignement même de nos parents, c'est quelque chose que enfant on ne remet pas en question. On peut effectivement remettre en question cette chose à l'âge de l'adolescence et puis un peu plus tard dans notre vie, mais quelque chose qui détermine notre existence, notre vie, c'est quand même bien à la base, c'est bien ce que nous enseignent nos parents, nos maîtres d'école, la religion, etc. Oui. Ça peut déterminer notre façon de voir le monde. Oui, mais alors après, c'est des choses parfois qu'on ne valide pas nécessairement tout de suite par l'expérience, mais il y a aussi des choses qu'on apprend parce qu'elles nous sont dites, et ensuite on les valide par expérience. Tout ce qui est raconté par nos parents ou par nos livres d'histoire, par exemple, ne sont pas nécessairement des choses qui font partie de cette dernière catégorie, parce qu'il y a des choses qu'on peut vérifier par nous-mêmes après. La dernière catégorie ne vaut que pour les phénomènes qu'on ne peut pas vraiment vérifier par nous-mêmes. En tout cas, pour nous qui sommes des êtres assez ordinaires. Après, quand on a des réalisateurs yogiques, quand on devient... qu'on réalise la vacuité de manière directe, par exemple, ou un Bouddha dira différemment. Ok, donc on a ces trois catégories. Ça, c'est pour ce qui permet d'avoir de notre monde une connaissance valide. Maintenant, notre vision du monde, elle est conditionnée par beaucoup d'autres facteurs qu'on prend pour acquis, mais qui n'opèrent pas dans notre esprit la même validité. Par exemple, l'histoire, la géographie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La géographie, par exemple, l'existence d'Hawaï, moi personnellement, je ne l'ai pas vérifié par mon expérience, je ne l'ai pas vérifié par ma rationalité. Bon, je m'en remets à mes livres de géographie quand même, mais comme c'est quelque chose qui est un phénomène qu'on appelle manifeste, Hawaï, on peut aller sur place, on ne peut pas dire qu'on développe une connaissance inférentielle par le pouvoir de la croyance dessus, parce que les phénomènes qu'on réalise par le pouvoir de la croyance sont des phénomènes qui sont totalement occultés. Or, Hawaï est un phénomène manifeste, on peut le voir en vrai. Donc il y a un énorme champ de connaissances qui, dans notre esprit, établit pas nécessairement sur la validité, mais simplement sur ce qu'on a appris à l'école, sur la science, sur l'électronique, mais qui n'est pas connu de notre côté toujours de manière valide. Ça ne veut pas dire que c'est connu dans l'erreur, mais ça veut dire qu'on ne l'a pas totalement vérifié. Et ça, doucement, pour glisser sur le fait qu'on pense souvent que la foi est circonscrite à la religion, mais une grande partie de nos connaissances
n'ont pas été vérifiées par nous-mêmes et elles sont de l'œuvre de la croyance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, ce qui se passe à l'échelle atomique, je m'en remets aux scientifiques. J'ai confiance dans la communauté scientifique, mais je ne peux pas dire que pour moi, c'est une conscience valide. C'est ce qu'on appelle une conscience concordante. C'est concordant avec les faits. Ce que je dis, ça concorde avec les faits, mais je ne l'ai pas vraiment réalisé moi-même. Et pourtant, je peux avoir une forme de certitude. Mais si j'ai une certitude alors que la chose, je ne l'ai pas complètement réalisée, ça peut être un peu problématique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Les mathématiques. Les soins médicaux. Les soins médicaux, les mathématiques. La santé en général, ce qui se passe dans mon corps. Moi, je m'en remets aux médecins. L'astronomie. L'exploration des grands fonds marins. L'exploration des grands fonds marins. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a aucune validité, mais ça n'a pas tellement la même validité que les choses qu'on peut connaître nous-mêmes par expérience ou par rationalité ou par l'autorité d'une personne, par la croyance en une autorité qui fait pas débat, qui est vraiment valide dans son domaine. Figure d'autorité. Donc prenons quelques instants simplement pour nous rappeler qu'il y a énormément de choses qu'on prend pour acquises dans la manière dont on perçoit le monde autour de nous. Et ces choses, on les prend pour acquises en dépendance d'une autorité qui bien souvent est valide. Loin de moi l'idée de douter de la science dans son ensemble ou de la géographie ou de nos enseignants, etc. Ça a une validité. Mais ma conscience, en tout cas, qui observe ces choses-là, ne les a pas vraiment totalement vérifiées. Donc la croyance dans notre monde et dans la manière dont on perçoit l'univers autour de nous est fondamentale. Parce que si on cherchait à avoir du monde une vision uniquement en dépendance de ce qu'on a réalisé, eh bien, il faudrait qu'on enlève une partie de la science. Déjà, la Terre ne serait pas forcément ronde, parce qu'on ne l'a pas vérifiée par nous-mêmes. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait. L'histoire, le Big Bang, l'univers autour de nous. Si on devait se circonscrire des éléments uniquement qu'on a vérifiés par nous-mêmes, quelle vision du monde on aurait ? C'est là qu'il y a plus de problèmes d'ailleurs, parce que c'est là que les désaccords arrivent. Je pensais que la Terre est ronde, il y en a qui ne sont pas d'accord. Oui, alors Liliane dit, oui, c'est de là que vient beaucoup de désaccords, c'est que certains ne sont pas d'accord, certains pensent que la Terre est plate. Les platistes, oui, vous venez des États-Unis, il y en a un peu plus qu'en France, des platistes. Donc prenons quelques instants pour se dire, essayez d'imaginer ce monde où on douterait de tout et on n'accepterait que ce qu'on a réalisé par nous-mêmes. Je pense qu'on ne pourrait même pas prendre un billet d'avion pour une destination qu'on ne connaît pas parce qu'on ne saurait même pas qu'elle existe. On doit faire confiance quand même à Internet et aux photos qu'on voit du Pérou avant d'y aller, pour simplement ça. Il faut faire confiance qu'un avion, ça vole. Moi, personnellement, ce qui se passe dans un avion, dans un réacteur, je suis incapable de savoir comment ça se passe. Donc si on devait s'en remettre qu'à ça, on ne ferait pas grand-chose. Il n'y aurait même pas l'électricité. Il n'y aurait pas l'électricité. On ne serait pas là. Donc, pensons quand même que pour fonctionner dans la vie, on a besoin d'une sacrée dose de confiance dans des choses qu'on n'a pas validées par nous-mêmes. Moi, je dirais que c'est pratiquement impossible. C'est impossible. On serait très végétatif. Pour se développer même. On peut même, c'est très difficile à concevoir.
on ne pourrait rien apprendre à l'école. Mais même se mettre debout. Parce qu'apprendre quelque chose, ça nécessite d'être en contact avec quelque chose qui, au départ, n'a pas été accepté par nous. Donc, on serait complètement figé dans notre connaissance. Mais même en perception directe, c'est-à-dire que même se mettre debout, le nombre de fois où un enfant tombe, avant de se mettre debout, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir confiance qu'à un moment, ça va marcher debout. Oui, apprendre à marcher, il faut avoir confiance qu'on puisse tenir debout après. Et donc ça introduit quand même dans notre esprit que si on pense que la croyance n'a pas de validité, je pense que ce n'est pas le cas, parce qu'on voit qu'on fonctionne avec la croyance, on fonctionne avec la confiance. Et deuxième élément, c'est que si on circonscrit la croyance à la religion ou aux pratiques de la méditation ou à d'autres systèmes, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. On voit que cette confiance, cette croyance, elle est bénéfique. Et c'est parfois ce qui nous permet de mettre en œuvre en nous les ressorts pour valider ensuite ces choses-là. On commence parfois par la croyance, peut-être un peu aveugle, mais peut-être inspiré aussi par des personnes en qui on a un minimum de confiance. Oui. Oui, c'est quelque chose d'un peu contradictoire, mais en fait, effectivement, les platistes dont on a parlé tout à l'heure, ils n'étaient pas aussi nombreux, je ne sais même pas si ça existait il y a une cinquantaine d'années en arrière. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu et lu. C'est pareil pour ceux qui supposent qu'on n'a jamais marché sur la Lune. C'est pareil, c'est un phénomène qui s'est développé, une forme de croyance qui s'est développée au fur et à mesure qu'apparaissaient des nouveaux modes de communication et d'information. Des nouveaux modes d'information qui ont fait que ça paraissait contradictoire, c'est que plus on a d'informations, plus on a de champs de connaissances multiples finalement, et plus ça crée des diversifications, des diversités d'opinions et des contradictions, et ça remet en question justement les croyances qu'on pouvait avoir à un moment donné. Et je pense en particulier à ChatGPT. Aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi. On peut se poser la question, est-ce que ChatGPT n'existait pas il y a autant où on est allé marcher sur la Lune? Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on en arrive à un point extrême où on se dit, est-ce que justement nos croyances, elles doivent être beaucoup plus exacerbées, enfin je veux dire, non pas exacerbées, au contraire, on doit regarder de près justement tout ce qu'on nous montre, tout ce qu'on veut peut-être aussi nous faire croire oui. Grâce à ces technologies. Alors c'est sûr qu'on passe aujourd'hui beaucoup plus de temps qu'avant à essayer de valider l'information qu'on reçoit, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Mais ça nous encourage à nous dire dans quoi on a confiance. Est-ce que ce qui fournit de l'information dans notre vie est une source valide? Valider ces sources, dans le bouddhisme tibétain, ça fait quand même des millénaires où on ne peut pas faire de propositions qui ne soient sourcées. Les geishés qui ont fait des études philosophiques pendant des années diront presque jamais, moi je l'ai rarement entendu, quelque chose qui ne puisse sourcer. C'est important. Mais si on poursuit un petit peu, comment on pourrait décrire la foi aveugle, la croyance aveugle? Alors je vais peut-être donner un élément de réponse. Une croyance aveugle, reprenons ces trois types de phénomènes. Phénomènes qu'on peut voir, qui sont manifestes et qu'on peut voir avec une conscience directe. D'autres qu'on peut voir simplement par rationalité et d'autres qu'on peut voir par le pouvoir de la croyance. Si une personne me dit les œufs sont carrés, par exemple, par mon expérience, je peux douter de ça et je peux voir que c'est faux. Si cette personne parle d'un objet manifeste qui contredit mon expérience, je peux douter de la validité de cette personne. Donc quand elle va me dire, par exemple, qu'elle vient de la planète Mars
et qu'elle est un prophète, par exemple, si elle a commencé par me dire que les œufs étaient carrés, la chose qu'elle me dit que je ne peux pas vérifier parce que j'en sais rien si elle ne vient pas de Mars, ben, je vais en douter parce que la chose manifeste est déjà contredite par la réalité. Ça, c'est un point important. Dans le bouddhisme, on entendra parfois des propositions qui semblent défier la raison, mais si ça vient d'une source qui émet des propositions qui, elles, par contre, peuvent être vérifiées par l'expérience ou la raison, alors je vais avoir beaucoup plus de chances de penser que les choses que je ne peux pas valider moi-même sont vraies. Vous voyez un petit peu la différence ? Une croyance aveugle, c'est une croyance où on ne valide pas l'autorité de la personne qui émet une proposition, par exemple. Et moi, j'ai eu une période comme ça. J'étais un joyeux hippie il y a 10 ans de ça. J'absorbais tous les livres que je voyais de gens qui ont fait une découverte majeure dans leur esprit et qui le généralisent et écrivent un bouquin là-dessus, et je pensais que c'était vrai, sans chercher du tout la validité de ces propositions. Et quand j'ai commencé à étudier le bouddhisme tibétain et que j'ai commencé à faire du débat et voir l'importance de la rationalité, j'ai un peu versé dans peut-être un peu l'extrême inverse, c'est-à-dire le scepticisme profond, le fait que tout puisse être exploré par la raison, tout puisse être validé par la logique. Et j'ai un peu versé dans l'extrême inverse en pensant que tout pouvait être validé par la raison. Sauf que je me suis souvenu il n'y a pas très longtemps de cette troisième catégorie de phénomènes qu'on ne peut pas valider par la raison à notre niveau, mais qu'on accepte sur la base de la croyance, tout simplement dans une personne qui est valide, en l'occurrence Bouddha ou des êtres éveillés. Et je prends l'exemple, par exemple, d'une proposition de Bouddha, par exemple, qui dit qu'il y a un lien très particulier entre certaines de nos actions et le produit de ces actions futures. Il est dit, par exemple, que quand on génère des actions généreuses, ben, on aura des ressources à l'avenir, dans les vies prochaines. Alors ça, c'est considéré dans le bouddhisme comme quelque chose d'extrêmement occulté. On ne peut pas le vérifier par la raison et on ne peut pas le vérifier par l'expérience dans cette vie en tout cas. Donc je pourrais me dire, c'est une croyance aveugle. Sauf que, est-ce qu'il y a des éléments que je peux vérifier par la raison ? Peut-être. Est-ce qu'il y a des éléments que je peux vérifier par l'expérience ? Oui. Et ça en fait c'est une chaîne de compréhension qui est hyper importante et que j'aimerais vous présenter, c'est que quand on peut valider les choses par l'expérience et par la raison, la foi qu'on a dans les choses qu'on ne peut pas valider par la raison est beaucoup plus forte. Elle est assise sur quelque chose de beaucoup plus solide. Je vais prendre l'exemple du karma. On peut tous faire l'expérience directe de la souffrance ou du bonheur, parce que c'est un facteur mental omniprésent. Chaque moment, vous faites, je fais l'expérience satisfaisante, déplaisante et simplement neutre. Donc là, on peut juste fermer les yeux quelques instants et se dire, est-ce que mon expérience est plaisante, déplaisante, neutre ? Et on rentre en contact avec cette connaissance sans raisonnement là. C'est direct. On voit ça de manière directe. Ça, c'est les bases de la psychologie bouddhiste. Expérience directe, je valide. Sensation plaisante, déplaisante, neutre. Ok, ça marche. De présenter ça, ça semble tout simple, hein, mais c'est les bases de la psychologie et de la compréhension du karma. Deuxième chose, le Bouddha dit, il est absolument certain que les sensations déplaisantes proviennent d'habitudes non constructives prises par l'esprit, par le corps, par la parole. Et il est absolument certain que les expériences déplaisantes, elles,
sont le résultat de facteurs mentaux non constructifs dans l'esprit. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut valider, pas avec l'expérience en premier lieu, mais par la raison. Voilà, plus je me mets en colère, bah oui, plus je vais être malheureux. Plus je génère de calme mental, de concentration, de paix intérieure, plus je vais être heureux. Donc ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir qui est connu par la raison, par le raisonnement. Donc si j'ai une conviction forte dans la nature de mes ressentis, dans le lien entre mes actions et le résultat en bonheur et en souffrance, alors la personne qui m'a conduit à comprendre ça, si elle dit que en générant de la générosité, je vais peut-être avoir une vie pleine avoir une aisance matérielle dans mes vies futures, je peux avoir une foi qui a une forme de force par rapport à simplement la foi aveugle de croire tout ce qu'on me dit. Et je pense que ça fait la même chose pour un scientifique. Si un scientifique, vous connaissez les mathématiques, vous avez confiance en lui, il a fait des études qui ont été prouvées, il vous donne une équation, vous essayez de la valider. S'il y a une équation que vous n'arrivez pas à valider, mais qui vient de cette même personne, si elle fait autorité, vous pouvez penser que cette équation est valide. Vous pouvez avoir conviction que c'est le cas. Sauf que, maintenant, notre perception du monde, elle est quand même perturbée par aussi toute une catégorie de connaissances qui nous donnent l'impression d'être vraies, mais qui ne l'est pas forcément. Et je vais parler d'un système philosophique qui est assez prédominant maintenant en Occident, qui n'est pas un système qui vient vraiment de philosophes, même s'il y a une philosophie derrière. Mais déjà commencer par rappeler qu'à toute époque, Bouddha a pris pour point important de venir contrer les idées fausses des personnes à son époque. Il y a 2500 ans, il venait contrer, par exemple, l'idée qu'il puisse y avoir une âme permanente. Parce que c'était la croyance de l'époque en Inde antique. Au Tibet, Lama Tsongkhapa faisait exactement la même chose pour des croyances qui étaient un petit peu la superstition. Et aujourd'hui, je pense que si Bouddha venait, il ferait exactement la même chose pour certaines des perceptions qu'on a, et particulièrement d'une forme de matérialisme qui est de dire que tout ce qui existe est soit matière, soit dérivé directement de la matière. Je pense qu'il en parlerait parce que c'est quelque chose qui opère dans notre esprit, pas nous personnellement, mais dans un ensemble assez vaste. Je pense qu'on vit une époque où, quand on regardera peut-être dans 500 ans, on se dira on a vécu à cette époque de l'histoire une ère très matérialiste. Et je vais parler rapidement de la science parce que ça va servir, je pense, et citer un texte que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle Science Beyond Materialism, qui est un rassemblement de scientifiques qui appellent à une science plus curieuse des phénomènes supranormaux, du parapsychologique et de toute cette catégorie d'événements. Et ils ont fait un rapport que je trouve admirable, qui n'est malheureusement pas traduit. Et en fait, ils font la différence entre deux types de sciences. Le premier, qui est la science comme on l'a toujours souhaité, qui est une science curieuse, qui est une science qui vient, qui n'a pas de limite dans sa curiosité, comme Bouddha qui disait qu'on doit valider ses enseignements avec, comme si on venait d'acheter de l'or et qu'on devait le malaxer, le brûler pour voir s'il est vrai, qui encourage à une curiosité sur tous les domaines. Et puis, il y a un autre type de science, mais je vais vous lire l'extrait plutôt. Nous appelons science 1, la première science, toutes les pratiques de faire de la science et de sécuriser méthodologiquement les preuves et de les séparer de l'illusion par des contrôles méthodologiques.
En fait, on pourrait définir la science comme la tentative collective visant à comprendre le monde et à sécuriser les résultats méthodologiquement en évitant autant que possible l'illusion. Et ce groupement de scientifiques présente ce qu'on appelle la science 2. Nous entendons l'ensemble des hypothèses de base opérant au sein d'une culture scientifique. Ces hypothèses de base sont de type matérialiste. Ainsi, science 2 est souvent appelée vision scientifique du monde. Est un ensemble particulier d'hypothèses sur le monde, sur le rôle de la science en son sein, sur ce en quoi le monde consiste probablement et sur ce qui n'est probablement pas le cas. Il s'agit essentiellement d'un système de croyances comme n'importe quelle religion. S'il est tenu avec ferveur et fortement souligné, nous l'appelons alors le scientisme, une forme d'idéologie, qui s'apparente davantage à une idéologie ou à une religion qu'à la science proprement dite, la science 1, parce que la science, comme toute activité humaine, doit s'appuyer sur certaines hypothèses de base, certaines de ces structures ne peuvent être évitées. Et si je vous avais parlé tout de suite des phénomènes supranormaux, peut-être que vous aurez eu des résistances qui viennent peut-être de ce courant de pensée qui quand même infiltre un peu notre culture. Et je cite un deuxième livre qui a été écrit par Robert Sheldrake, qui s'appelle « Réenchanter la science », en anglais « Science Delusion », l'illusion de la science, mais je pense que ça a été traduit de manière un peu édulcorée en français parce que ça avait l'impression sinon de taper sur la science, ce qui n'est vraiment pas le cas parce que ces deux rapports appellent à une science curieuse et d'éviter autant que possible une vision dogmatique dans la science. Donc Robert Sheldrake, il est biochimiste à l'université de Cambridge, chercheur à Harvard, chercheur à la Royal Society de Londres. Et il a écrit ce livre où il dit qu'en fait, dans la science 2, il y a des hypothèses de base qu'on prend culturellement pour acquises et qui n'ont jamais été vérifiées, en tout cas pas de manière valide. Et certaines de ces hypothèses de base sont, par exemple, que la nature est mécanique, que la quantité totale de matière et d'énergie est toujours la même, que les lois de la nature sont fixes, que la nature est sans but, que tous les héritages biologiques sont matériels, que les souvenirs sont stockés sous forme de traces matérielles, que la conscience est confinée au cerveau, que les phénomènes psychiques sont illusoires, que la médecine mécaniste est la seule qui fonctionne vraiment. Et il y en a d'autres, il y en a une dizaine d'hypothèses de base qui sont remises en question par c'est un éminent scientifique quand même, et je trouve le livre très très bien fait. Réenchanter la science. Et il appelle également une forme de curiosité de maintenir des connaissances valides au-delà du dogme. Et c'est quelque chose qui pourrait opérer dans notre esprit comme une réserve profonde, de se dire, bah oui, mais non, les phénomènes supranormaux, c'est pas possible parce que ça vient complètement à l'encontre de la vision du monde. C'est pas possible que la conscience puisse connaître quelque chose à distance parce que la conscience, elle est confinée dans le cerveau. Conscience égale cerveau. La conscience est un corrélat de l'activité neuronale ou bien une fonction émergente du cerveau. Donc, je ne peux pas connaître quelque chose qui a lieu loin parce qu'il faudrait que je me déplace pour ça. Il faudrait que j'emmène mon cerveau pour ça. Et on prend ça comme une vraie limite. Et ça conditionne notre vision du monde. On se dit non, tout ça, c'est pas possible parce que ça contredit la science. Non, ça contredit la science 2, ça contredit des hypothèses de base, mais ces hypothèses de base n'ont pas été validées malheureusement. Et je pense que prendre en compte ça, ça ouvre déjà notre vision du monde. Ça nous fait prendre en compte que la manière automatique et presque innée qu'on a de s'engager avec le monde est profondément teintée par cette forme d'idéologie matérialiste, computationnaliste même, qui est la théorie que le cerveau est simplement un ordinateur et la conscience
est comme l'image à l'écran sur l'ordinateur. On enlève le disque dur, fini, il n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus de conscience. Donc prenons quelques instants pour essayer de percevoir en quoi ma vision du monde est conditionnée par des croyances que je n'ai pas validées et combien de ces croyances je les prends pour acquises en pensant qu'elles ont été validées alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Et je vais vous citer Erwin Schrödinger, qui est quand même un des pères de la mécanique quantique, très grand physicien, qui a partagé le prix Nobel de physique en 1933, qui dit « Je suis très étonné que l'image scientifique du monde réel qui m'entoure soit si déficiente. Elle nous donne beaucoup d'informations factuelles, mais toutes nos expériences dans un ordre magnifiquement cohérent, mais elle reste terriblement silencieuse sur tout ce qui nous tient vraiment à cœur et qui compte vraiment pour nous. Elle ne peut pas nous dire un mot sur le rouge et le bleu, la mer et le doux, la douleur physique et le plaisir physique. Elle ne connaît rien du beau et du laid, du bon et du mauvais, de Dieu et de l'éternité. La science prétend parfois répondre à des questions dans ces domaines, mais les réponses sont très souvent si stupides que nous ne sommes pas enclins à les prendre au sérieux. » Et je cite maintenant Science Beyond Materialism, le rapport de la commission Galiléo, que je vous ai cité tout de suite. Notre argument est le suivant: si la conscience n'est pas seulement une conséquence contingente de l'architecture cérébrale ou une fonction émergente de l'anatomie neurologique d'un système neuronal complexe, mais qu'elle est plutôt un aspect du réel de notre monde complémentaire à la matière, alors, dans certaines circonstances, la conscience serait capable d'accéder à des aspects de la réalité directement, sans détour par les sens et l'analyse séquentielle. Et pour terminer cette introduction, parlons de la foi maintenant. Qu'est-ce que la foi? Parce que très souvent, j'en suis même à enlever ce mot et à le traduire autrement. Parce qu'il porte quelque chose parfois de problématique. On se dit, ouais, foi égale foi aveugle, égale croyance dans une religion, mais on vient de voir que notre foi, notre croyance, elle opère sans arrêt dans notre vie. Pas seulement pour la religion, pas seulement pour les choses de l'esprit. Et cette foi, elle est traduite dans le bouddhisme, c'est un facteur mental, c'est une fonction de la conscience qui est bénéfique. C'est quelque chose qu'on doit développer. Et en fait, la foi, c'est la croyance en l'existence de quelque chose qui possède des qualités. Et sa fonction est de nous servir de base à l'aspiration. Alors je vais en parler un peu parce que c'est important. Cette foi, j'ai envie de faire du sport par exemple, je veux aller courir. Il faut que j'ai une certaine conviction dans les qualités de quelque chose pour le faire. C'est ça la foi. C'est la conviction dans les qualités de quelque chose. Si je n'ai pas de foi, si je n'ai pas de croyance dans les qualités de quelque chose, je ne vais pas aspirer à faire quelque chose. Si je n'aspire pas à faire quelque chose,
je ne vais pas avoir d'effort joyeux pour le faire. Le mouvement de la transformation intérieure est conditionné par la croyance en la qualité des choses qui possèdent des qualités. Donc je traduis souvent la foi par croyance en les qualités de quelque chose, en l'existence des qualités de quelque chose, mais je pense que j'ose croire qu'on revienne à une foi raisonnable, basée sur la raison, basée sur une autorité valide, et qu'on se serve de ce mot qui peut être aussi pris de manière très inspirante, d'avoir une ferme foi dans les qualités de quelque chose. Et à l'inverse, avoir une absence de foi, c'est une perturbation mentale dans le bouddhisme. Et ça, on n'en parle quasiment jamais. Mais mettons que j'ai de l'argent dans ma poche, je veuille donner de l'argent à quelqu'un dans la rue, et que au même moment, je me dise « Oh, mais ça ne sert à rien, de toute façon, ça n'apporte rien à personne, et puis moi, ça ne me sert à rien. » C'est une absence de conviction dans la qualité de quelque chose qui va immédiatement teinter l'action que je fais de manière non constructive, en fait. Ça va laisser très peu d'empreintes dans mon esprit, ça va laisser très peu de traces. Ça va difficilement permettre à ce que la fois prochaine, je redonne de l'argent si j'ai cette impression-là. Ça va à l'encontre de la compréhension du karma, en plus, qui est que les choses s'accumulent, augmentent. Et je vous cite un sutra qui s'appelle le Ratnaketudharani Sutra dans la tradition Mahayana, qui dit « La foi est la condition préalable à toutes les bonnes qualités, un procréateur de ces qualités comme une mère, qui ensuite les protège et les augmente. Elle dissipe les doutes, vous libère des 4 fleuves, l'ignorance, de l'attachement, des envies, de l'envie et des vues erronées, et vous établit dans la ville prospère du bonheur et de la bonté. La foi élimine la tristesse et clarifie l'esprit. Elle élimine la prétention. Elle est à la racine du respect. C'est un joyau et un trésor. Comme les mains, elle rassemble la vertu. Comme un pied, c'est le meilleur moyen d'aller vers la libération. Et je rebondis là-dessus pour... je vais introduire un peu des études qui ont été faites en lien aux pouvoirs supranormaux et la foi. Parce que je ne vous cite pas juste la foi pour apporter un peu du contenu de la psychologie bouddhiste, mais également parce que c'est important la foi dans la production des phénomènes supranormaux. Et là, je vous cite un livre que je vais vous citer souvent, qui est un livre de Dean Radin. Alors Dean Radin, j'ai sa biographie, je vais vous la lire, je ne sais plus où je l'ai mise. Où est-ce que je l'ai mise? Ah ouais. Il a obtenu son diplôme. Radin a travaillé au Bell Labs, puis a mené des recherches à l'université de Princeton, au laboratoire GTE à l'université d'Édimbourg et à Interval Research Corporation. Il a été membre du corps professoral de l'université du Nevada, Las Vegas. Ses quelques 100 articles universitaires paraissent dans des revues à comité de lecture allant de Foundation of Physics, Physics Essay à Psychological Bulletin, Psychology of Consciousness and Frontiers in Human Neuroscience. Il est conférencier connu et a donné plus de 600 conférences dans des écoles prestigieuses, des groupes gouvernementaux, militaires, commerciaux, scientifiques et autres à travers le monde. Et il a fait un livre, il s'appelle, je ne sais pas s'il est traduit, il s'appelle Real Magic. Alors on va parler de la magie parce que c'est un peu un terme comme la foi, la magie. On se dit, oh là là, François, ça y est, il est passé du côté obscur. Mais c'est comme la foi, c'est qu'est-ce qu'on donne à ce mot, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Et lui, il parle de la magie. En termes scientifiques, il a mené énormément d'études pour essayer de valider la précognition, la psychokinésie, la télépathie. Et dans son livre, Real Magic, qui est vraiment très 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 bien, très documenté, très sourcé, il parle au début des années 1940, la psychologue Gertrude Schmelder du City College de New York a proposé que les personnes qui ne croient pas au supranormal évitent inconsciemment le supranormal parce qu'elles ne veulent pas en faire l'expérience.
D'un autre côté, les gens qui croient au supranormal veulent en faire l'expérience, c'est ce qu'ils font. Elle a transformé cette idée en ce qu'elle a appelé une hypothèse brebis-chèvre. C'est un peu bizarre comme nom, mais dans laquelle les sceptiques sont les chèvres têtues et les croyants les moutons. Dans une expérience entre moutons et chèvres, les participants remplissent un questionnaire demandant leur croyance dans le supranormal et toutes les expériences supranormales qu'ils ont pu avoir. En fonction de leurs réponses, ils sont classés comme moutons ou comme chèvres. Tous les participants passent ensuite le même type de test supranormal. Alors, de supranormal, c'est validé, j'en parlerai ensuite, les tests qui ont été faits. Et les performances moyennes des moutons et des chèvres sont comparées. Schmedler a constaté que son hypothèse était étayée. Les moutons avaient tendance à obtenir un score supérieur au hasard et les chèvres avaient tendance à obtenir un score égal ou inférieur au hasard. De nombreuses variantes astucieuses ont été essayées pour examiner cet effet. Pour ne donner qu'un exemple, en 2007, Kevin Walsh et Garrett Model de l'Université du Colorado à Boulder ont mené une expérience dans laquelle les individus étaient classés en moutons et en chèvres en fonction de leurs croyances antérieures, puis ils étaient assignés au hasard à lire soit un commentaire fortement favorable au supranormal ou sévèrement contre le supranormal. Et chacun effectue ensuite le même test. Les participants étant répartis en 4 groupes. Les croyants qui ont reçu une fiche pro-supranormale, les croyants qui ont reçu une fiche anti-supranormale, les sceptiques qui ont reçu une fiche pro-supranormale et les sceptiques qui ont reçu une fiche anti-supranormale. Les résultats ont été concordants avec l'hypothèse que la croyance module la performance. Les moutons qui ont lu la fiche d'information pro-supranormale ont obtenu un taux de réussite significativement positif. Les moutons qui ont lu la fiche d'information anti-supranormale ont obtenu des résultats positifs, mais pas à un degré statistiquement significatif. Les chèvres qui ont lu la fiche pro-supranormale ont été aussi performantes que les moutons qui ont lu la fiche anti-supranormale. Et les chèvres qui ont lu la fiche d'information anti-supranormale ont eu des résultats juste concordants au hasard. Les auteurs ont conclu que la capacité supranormale innée ne peut à elle seule expliquer pourquoi certains sujets obtiennent de meilleurs résultats. La croyance au supranormal est requise. En 2015, les psychologues Langstorm de l'Université d'Adélaïde en Australie et Patrizio Tresoldi de l'Université de Padoue en Italie ont mis à jour la méta-analyse mouton-chèvre. Ils ont recherché toutes les expériences à choix forcé publiées entre moutons et chèvres et ont trouvé 49 études supplémentaires rapportées par 43 chercheurs. Le résultat global était une fois de plus en faveur de l'effet mouton-chèvre et était associé à un rapport de probabilité d'une chance sur 12 millions. Donc, ces études ont montré que la foi dans la production des phénomènes supranormaux est importante. Et ça, on va voir comment c'est lié à la concentration et au calme mental dans la deuxième partie. On va vraiment plonger dans les différents types de supranormal. Mais oui. Au niveau des tests, là, c'était quoi? Deviner une carte ou quelque chose comme ça? Oui, je pense que c'était soit de deviner des images, soit la capacité d'influencer sur on appelle ça un générateur de nombres aléatoires. C'est un générateur qui fonctionne sur la décohérence d'un photon, je crois, et qui crée des séquences totalement aléatoires, de 0 ou de 1. Et c'était d'anticiper peut-être. Je ne sais pas exactement quel test, mais je vous en citerai tout à l'heure certains qui ont été conduits. Alors maintenant, quels sont les bienfaits de croire? Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas le rapprocher à l'effet placebo tout simplement? Oui. On sait aussi, s'il n'y a pas besoin d'aller chercher le supranormal, pour se dire que si on croit en quelque chose, déjà il y a plus de chances que ça ait lieu que si on n'y croit
Ouais. Enfin, et donc on observe, on l'a aussi dans l'observation de la nature. Si on Ouais. pousse à se dire que les animaux luttent entre eux, on voit la nature comme un endroit de combat, alors qu'on sait aujourd'hui que la compassion y est présente, mais c'est le regard qui a changé plus que la réalité. Alors je pense que la science est très consciente de l'effet placebo, du rapport de la conscience au corps, mais là ça a une échelle où c'est la foi qui influe sur un système matériel en dehors de l'individu. Et donc ça ça fonctionne de la même manière. C'est un peu l'effet placebo à distance en fait. C'est le même principe. C'est quand même ta croyance. C'est le même principe. Ta perception. Enfin, en tout cas, ton raisonnement. Alors, ta croyance qui influe ta perception, je vais en profiter pour citer ce que je voulais vous citer au départ, c'est que dans notre monde, on a l'impression qu'on est simplement, on vient simplement cueillir la réalité, qu'il y a le monde phénoménal autour de nous, physique, et que nous, on est simplement visiteurs de ce monde, qu'on n'a pas partie prenante dans ce monde, que ce monde n'est pas le résultat de notre expérience aussi, ou le résultat de notre conscience. On vient simplement cueillir quelque chose, comme si on venait voir un film, on ne vient pas du tout influencer le contenu du film à l'écran, par exemple. Et il y a ce texte qui vient de Chandrakirti, qui est un très très grand maître de la tradition indienne dans le bouddhisme, indo-tibétain, qui est une grande référence, qui a écrit Madhyamikavatara, et qui donne un peu cette idée de penser que l'esprit puisse avoir une influence sur la matière ne vient pas remettre en cause l'existence de la matière, ne vient pas non plus faire plonger dans l'extrême inverse qui serait de penser tout est dans mon esprit. Ça, c'est un peu les deux extrêmes. L'extrême hyper matérialiste et l'extrême hyper qu'on appelle ça, idéaliste. Tout est dans la conscience. Et il y a des écoles philosophiques dans le bouddhisme qu'on appelle l'école de l'esprit seul, qui pensent que tout est dans la nature de la conscience. Bon, eux ne vont pas dire non plus que tout est conscience, mais tout est dans la nature de la conscience. Et ce texte vient un peu vient un peu contrer cette idée-là. Et il dit, lorsque les sutras parlent de l'esprit seul, cela signifie que l'esprit à lui seul est prééminent pour le monde. Nier la matière n'a jamais été le but du sutra. Et il dit un peu plus loin, stance 689, c'est véritablement la conscience qui produit le simple dessin du monde peuplé d'êtres et son environnement. Le karma produit le monde phénoménal sans exception. Il est dit par le Bouddha qu'une fois que la conscience karmique est dépassée, il n'y a plus ni karma ni monde. Alors ça, c'est incroyablement dense. D'abord, ça ne veut pas dire qu'on remet en question les lois de la physique. Il peut y avoir un système qui est harmonieux des lois de la physique et des lois du karma. Mais là, ce qui est montré dans ce sutra, c'est la prépondérance de la conscience dans la création de notre environnement. Alors on pourrait le voir de manière empirique, à un faible niveau, entre deux personnes, l'une qui vit dans la colère, l'angoisse et la frustration. Quelle perception du monde elle a par rapport à une personne qui est pleine de bienveillance, de paix intérieure? Déjà, le monde vu peut sembler identique, mais la perception est complètement différente et on ne peut pas voir le monde en dehors de la perception. Donc ça pourrait être déjà une indication pour nous faire penser que peut-être notre conscience est beaucoup plus prééminente dans la création de l'univers que l'inverse. C'est-à-dire que nous, on soit juste le sous-produit de la matière et que la conscience soit juste le sous-produit de la matière. Je pense que les théories de la mécanique quantique observent de plus en plus le rôle prééminent de la conscience sur la matière. Mais ce n'est pas mon domaine d'étude, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a pas mal de livres qui ont été faits là-dessus, de comparer notamment les systèmes philosophiques Prasangika avec la mécanique quantique, et c'est fascinant. C'est fascinant.
Donc, et si notre vision du monde était conditionnée à la fois par notre tendance innée à être porté sur la matière plutôt qu'aux choses de l'esprit, et si on avait vraiment une capacité d'influencer le monde phénoménal autour de nous. Et je pense que quand on voit ça, on a sans doute beaucoup plus de force dans l'esprit que si on se croit complètement circonscrit à l'activité du cerveau, et quand le cerveau cesse, fini, plus de personnes, plus d'individus, plus de conscience, la mort totale, la mort finale. La théorie matérialiste est une théorie qui génère beaucoup d'angoisse. En plus, elle est considérée du point de vue bouddhiste comme étant fausse. Elle est contredite par la raison, elle est contredite par l'expérience de personnes qui ont pu voir leur vie précédente, qui ont pu avoir une expérience de mort imminente, de voir ce qui se passe dans une salle d'opération en dehors de leur corps, par exemple. Il y a pas mal d'études qui ont été documentées là-dessus. Donc cette vision du monde matérialiste, elle opère en nous comme créateur de souffrance aussi, d'individualisme, parce que si je suis circonscrit, ou je suis, parfois certains vont penser même que l'individu est l'illusion du cerveau, que l'impression que je suis un être unique, l'impression que je suis conscient, l'impression que je suis un sujet par opposition à l'objet du monde, c'est le résultat d'une illusion qui a lieu dans le cerveau. Bon courage après pour vivre et d'élever des enfants et d'avoir le... Mais je pense que si toutes les théories scientifiques étaient faites par des gens qui vivent vraiment ce qu'ils disent, qu'il n'y a aucun libre arbitre, que c'est que l'histoire d'hormones, de neurones, vivez avec ça maintenant. Ne faites pas que le déclarer, vivez avec ça si c'est votre théorie. Donc c'est source de beaucoup de repli sur soi, à la différence de se dire que il y a peut-être une connexion entre chaque individu et l'univers phénoménal connu par cet individu, qui est quand même de se rappeler deux théories fondamentales dans le bouddhisme qui sont à la fois la vacuité et l'interdépendance. Parce qu'on peut méditer sur la vacuité dans le bouddhisme, voir que rien n'a d'existence intrinsèque, et continuer à avoir dans la vie de tous les jours une image très matérialiste du monde, dans lequel je viens accueillir les choses. Moi, c'est cet univers, la Terre, les individus autour de moi n'ont aucun rapport. Ils sont complètement... ils ont leur propre inhérence, ils sont complètement détachés de moi. Mais de le voir avec beaucoup plus d'ouverture, de voir que ces phénomènes sont possibles, ça nous rappelle dans la vie de tous les jours des deux théories fondatrices dans le bouddhisme qui sont l'interdépendance et la vacuité. Les choses n'ont pas d'existence intrinsèque parce qu'elles sont dépendantes et coémergentes les unes des autres. Et si on voyait ça après avoir médité sur la vacuité, qu'on ne fasse pas que simplement méditer sur la vacuité, mais qu'on se dise le monde autour de moi a une partie importante, une liaison avec ma conscience, je pense qu'on serait beaucoup plus enclin à générer de la compassion, de l'altruisme, parce qu'on se souviendrait de l'interdépendance, de ce qu'on doit aux autres, de ce qu'on doit à la connexion qu'on a reçue de nos parents, de tous les êtres qui permettent qu'on ait des ordis, de la nourriture, Mais aller jusqu'au bout dans cette vision-là, ça nécessite parfois de se dire que même notre conscience peut avoir une faible inflexion sur la réalité phénoménale autour de nous. Et je vous laisse quelques instants pour songer à ça.